Bonjour, je vous présente un commentaire écrit par notre professeur à CPA de Fès, Monsieur Abdelhak. Donc, en l'occurrence, sa chaîne intitulée le Mentor sur YouTube. Donc, je vous lis son travail. La religieuse, quoique appartenant au genre roman, est donnée à lire comme des mémoires d'une jeune demoiselle qui, contrainte par des conditions familiales, lui dérobant sa volonté pour en faire une offrande à l'institution conventuelle, recourt à l'écriture pour faire entendre sa voix auprès de ceux qui représentent une lueur d'espoir et de lumière dans un monde de ténèbres. C'est dans ce sens que cette voix de femme brisée par l'injustice et la douleur fait de l'écriture sa voix de salut, car en revenant sur les souvenirs de son séjour au couvent, elle décrit à celui à qui le marquis de Croixmare ses mémoires sont destinées et qui est censé servir de relais pour sa voix pour la faire mieux entendre. Ainsi s'explique le passage où l'on voit s'être décidé à agir n'ayant pour seul guide que sa force de caractère. Et cette intelligence qui l'appelant à la désobéissance fait agir en elle le pouvoir de la raison qui l'a fait adopter la politique du roseau, le chêne et le roseau de la fontaine. En effet, s'étant rendu compte qu'elle était coincée sous le poids du discours religieux et des lois en vigueur dans le couvent, elle décida de mettre en place un plan de sortie. C'est pourquoi elle affirme au début du texte, il s'agissait de montrer si je savais me tenir parole. En effet, s'étant rendu compte qu'elle était coincée sous le poids du discours religieux et des lois en vigueur dans le couvent, elle décida de mettre en place un plan de sortie. C'est pourquoi elle affirme au début, il s'agissait de montrer si je savais me tenir parole. En effet, suite à la réception de la lettre de sa mère et à son refus d'obéir à la volonté de celle-ci lui recommandant de faire profession, tout le corps ecclésiastique se trouve ligué contre elle. Son nom provoqua l'indignation totale. Ainsi, attachée à agir selon son libre arbitre, elle conçoit un plan d'action lui permettant de contrecarrer le pouvoir de l'Église qui ne souffre guère qu'une âme prend en charge sa volonté et se propose d'agir et de prendre en main son propre destin. D'autant plus que face à cette rébellion inattendue d'une jeune et innocente personne, l'établissement du couvent recourt aux moyens coercitifs. À cela, Suzanne adopte la politique du roseau, se plier pour ne pas casser, comme qui dirait ruse pour ruse, jusqu'au jour de profession. Elle fait de son nom le scandale qui ébranla toute l'institution conventuelle, d'où ma problématique. Comment se sent-on sous la pression morale de l'Église et de la société? Suzanne, en simulant l'adhésion de la comédie du rituel ecclésiastique, procède-t-elle à la mise en place pour mieux faire entendre son nom le jour de son sermon? Un drame en trois actes. Un drame en trois actes. Le texte est composé de trois tableaux qui montrent l'évolution du bras de fer entre d'un côté Suzanne qui veut faire entendre sa voix de refus de cet engagement religieux et l'Église qui persiste à faire d'elle une brebis qui veut rejoindre le troupeau. Premier acte. Voilà une lettre. L'arrivée de la lettre de la mère sera vécue comme épreuve dont sortira le drame intérieur qui travaille Suzanne sur la scène publique. Ainsi, du moins au début, Suzanne, quoique l'ayant aperçue, fait semblant de ne l'avoir pas aperçue entre les mains de la supérieure. C'est pourquoi celle-ci, remarquant que le destinataire de la lettre cherchait à en ignorer l'existence, fut obligée de la nommer
Voyant que je ne lui demandais point ce que c'était ce papier, elle me dit, voilà une lettre. On dit qu'elle était invisible pour Suzanne, qui semble être réduite à l'état d'enfance, pour qui c'est la parole qui fait exister les choses. En effet, la locution prépositionnelle voilà, l'adverbe, comme un acte de parole perlocutoire, fait exister cette lettre que Suzanne semble intérioriser comme un acte honteux. Une telle attitude signifie que la naissance de Suzanne, la rebelle, est difficile, voire douloureuse sur l'effet de la peur d'apprendre la vérité. Le seul espoir qui lui restait, c'était ses paroles. Cette lettre ferme le monde extérieur. Deuxième acte, ils veulent disposer de moi sans moi. Ayant senti que tout le monde de l'Église s'est légué contre elle, la seule issue qui lui restait est d'adopter leur stratégie qui consiste à simuler momentanément des attitudes en vue d'endormir la vigilance de son entourage. Ainsi prenait-elle à témoin Dieu pour la violence qu'on faisait. De ce fait, elle pressentit que sa mission de tenir tête à tête l'institution conventuelle en vue de protéger sa volonté et sa liberté était certes lourde de conséquences, mais loin d'être impossible, la syncope pour avoir imaginé Dieu par ce qui l'attendait et la réaction de son monde et de l'autre est la preuve que son projet de rébellion est sorti des entrailles du sentiment d'impuissance et d'écrasement qui lui inspirait cette maison de Dieu, où la notion de cœur et de compassion est inexistante. Une telle attitude la réduit alors au silence, à la solitude et au désespoir, d'où son projet de mettre fin à sa persécution avec éclat. Autrement dit, si l'arme fatale du couvent était la complicité de tout pour redresser la brebis égarée et la ramener à l'obéissance, la sienne à elle était le scandale de l'humiliation, elle fera comme elle recourt alors au mensonge. Je dis qu'on était maître de mon sort, qu'on en pouvait disposer comme on voudrait, qu'on exigeait que je fisse profession et que je la ferais. Elle fait mieux puisqu'elle adopte leur propre machinerie, ainsi leur affirme-t-elle. Dieu avait parlé à mon cœur. Personne n'était plus faite pour l'état de moi. Dénouement. Cependant, le jour terrible arriva. Le couvent est présenté comme une personne agitée et sensible, qui ne souffre point d'humiliation. Sa politique est donc une réelle machine qui ne fait point d'humiliation. Sa politique est donc une réelle machine qui ne fait point marche arrière. Tous ceux qui s'y approchent sont inévitablement engloutis dans ces gouffres de mensonges et d'hypocrisie. C'est pourquoi, quoique sachant qu'elle persistait dans sa sainte résolution, tout le monde continuait à disposer d'elle, comme si elle était dépourvue de volonté. On agissait alors comme si elle était de simples objets, qu'il pouvait manipuler sans égard pour sa manière d'envisager et de penser sa vie. Néanmoins, étant acculée au pied du mur, elle semblait passer par une période de mort comme pour renaître, tel un phénix descendre de sa faiblesse. En prononçant ces mots, affirme-t-elle, il me prit une défaillance générale, je tombai évanoui sur mon traversier. En effet, il s'agit d'une phase de dépassement de soi inconsciente. La preuve en est, c'est qu'elle n'en avait guère le souvenir et en sortit avec un plan de secours. Ainsi, contre toute attente, elle fait comprendre à tout le monde qu'elle s'est rendue à la raison et donc accepté son engagement. Un heureux dénouement, je répondis que oui, et contre leur attente, rien ne fut dérangé.
Au terme de cette première partie de notre étude littéraire, nous pouvons dire que ces trois tableaux qui forment le texte décrivent l'évolution du personnage face à la machinerie de personnel du couvent. En effet, celui-ci est donné à voir comme un espace qui dévore la volonté des individus, qui s'y trouvent, jusqu'à n'en laisser que des corps sans volonté de puissance. C'est pourquoi, ayant reçu la lettre provenant de la mère, Suzanne s'est sentie complètement engloutie par le gouffre religieux. Sa famille était pour elle comme cette lueur d'où l'espoir d'en sortir un jour pouvait lui venir. D'autant plus que le deuxième tableau montre toute tentative d'échapper à cette dépossession de soi qu'est la vie au couvent, semble appeler tout le monde à se liguer contre elle, une complicité à la limite du crime. On cherchait à la réduire au silence et pour disposer d'elle sans elle. Ainsi procède-t-elle à une stratégie à même de la sauver des griffes de la machine conventuelle. Au bout de cette expérience, elle vit venir le jour terrible où, ayant voulu brandir sa parole, le portrait d'une naufragée. Le portrait d'une naufragée. Le récit de cette expérience que vécut Suzanne au sein de cette institution religieuse fait découvrir au lecteur comment marquer un portrait des plus étranges dans la mesure où l'on assiste au combat d'une femme contre tout un monde dressé pour vaincre toute forme de résistance. L'établissement du couvent, la société et surtout ses parents qui cherchent à la sacrifier sur le temple de la doxa. Suzanne, une offrande expiatoire à l'opinion sociale. L'image de naufragé permet de lire les circonstances qui contraignent Suzanne à se trouver embarquée dans un destin où tout va à l'encontre de sa volonté. C'est elle qui paye le confort de ses sœurs. Les temps sont malheureux. Votre famille a souffert des pertes. Les affaires de vos sœurs sont dérangées. Elles ont l'une et l'autre beaucoup d'enfants. On s'est épuisé pour elles en les mariant. On se ruine pour les soutenir. Page 21. Il est évident que la famille, vu les conditions difficiles relatives à la situation matrimoniale des deux sœurs, qui ont vu de les maintenir dans l'équilibre financier, ont conduit à sacrifier Suzanne pour qui la roue de la fortune a désigné le couvent comme destin. Autrement dit, l'amour des parents, qui doit être le lieu d'une impartialité inconditionnelle, est présenté comme la justification d'une injustice injustifiée. L'origine du problème vient en fait d'un sentiment de culpabilité dont la mère veut se défaire. D'ailleurs, n'est-ce pas celle-ci qui a planifié l'envoi de Suzanne au couvent pour dissiper les traces d'infidélité qui pèsent sur la mère? Sur le plan social, Suzanne joue aussi le rôle d'une victime qu'il faudrait offrir aux monstres de l'opinion sociale dont la nourriture et la rumeur et leurs associés les préjugés. Il est impossible qu'on vous fasse un certain sort. Vous avez pris l'habit, on s'est constitué en dépense. Par cette démarche, vous avez donné des espérances, le bruit de votre profession prochaine s'est répandu dans le monde. Cela signifie que Suzanne est d'autant plus sans appui qu'elle veut se révéler libre et disposer d'elle-même dans une société de ne reconnaissant plus l'individu comme entité libre. Salam alaikum. بخير شوية الله يحفظك المهم. الحمد لله. الحمد لله الله يرحمه. Cela signifie que Suzanne est d'autant plus sans appui qu'elle veut se révéler libre et disposer d'elle-même dans une société ne reconnaissant plus l'individu comme entité libre. Ainsi doit-elle se plier à la volonté de la communauté rien que pour satisfaire la rumeur. Une vraie stratège ou la politique de Rousseau. Suzanne puise sa force de la faiblesse de sa position.
On peut dire qu'elle signe la naissance de la notion d'individu comme issue de secours face à un système aristocratique où la verticalité des rapports est source de toute la démesure. Donc, face à l'impasse morale que représente l'opinion religieuse, Suzanne devait expérimenter des stratagèmes à la même, à même de la tirer des griffes du monstre. Ainsi décide-t-elle d'observer une période de simulation de sa pensée, peur prudente, afin d'en faire diversion et détourner l'attention de ses détracteurs. Alors, étant dans un milieu où le mensonge et l'hypocrisie sont de mise, elle adopte le point de vue des autres. Je fais avertir la première et je finis de me rapprocher de la volonté de mes parents. Donc, au lieu d'affronter frontalement l'opinion de l'Église et casser comme cela est le cas du chêne dans la fable de La Fontaine, elle suit la sagesse du roseau qui plie pour ne pas casser. Je feignais de me rapprocher de la volonté de mes parents. Donc, au lieu d'affronter brutalement l'opinion de l'Église et de casser comme cela est le cas du chêne dans la fable de La Fontaine, elle suit la sagesse du roseau qui plie pour ne pas casser. D'où sa déclaration. Mais non, mon dessein était de finir cette persécution avec éclat et de protester publiquement contre la violence qu'on méditait. On la voit donc produire un discours caressant dans le sens du poil d'orgueil de l'institution conventuelle. De ce fait, elle semble vouloir endormir la vigilance de ceux qui faisaient de l'affaire de sa profession leur souci premier. C'est d'ailleurs en faisant baisser les gardes de ce monde qui forme l'opinion publique qu'il ferait aboutir sa stratégie qui consiste à dénoncer publiquement l'autorité du couvent qui s'empare de la volonté des gens sans leur réel consentement. C'est pourquoi ils utilisent leur langage, leur image, leur raisonnement pour mettre en place une fausse amitié à même de conduire les hôtes du couvent à aller jusqu'au bout dans leur agissement. Suzanne, la rebelle ou la force de la parésie. La parésie désigne le franc-parler et la liberté que possède chacun à exprimer sa pensée. Néanmoins, il n'est réellement parésie droit à la liberté de la parole qu'à partir du moment où le locuteur, une fois exprimant librement une opinion, court le risque d'en perdre sa vie. Et la personne type sur laquelle s'applique ce principe fondamental de la démocratie grecque. En effet, elle y recourt à deux reprises d'abord. Devant la supérieure, voyons donc ensemble, lui suggéra celle-ci. Concertons-nous. Voulez-vous faire profession? Non, madame. Vous ne sentez aucun goût pour l'état religieux? Non, madame. Vous n'obéirez point à vos parents? Non, madame. Que voulez-vous devenir? Tout, excepté religieuse. On en déduit que Suzanne, par son nom répétitif et donc intransigeant, se projette au-delà des obligations religieuses et parentales qui sont censées la conduire à l'obéissance au couvent et à l'engagement de lui offrir sa volonté par sa réponse à la supérieure. Il ouvre sa saison en enfer et s'expose au danger à même de peser sur elle en guise de punition. Ainsi constate-t-elle à peine la nouvelle de sa désobéissance, s'est-elle répandue. On ne néglige rien pour obtenir mon consentement. Mais quand on vit qu'il était inutile de le solliciter, on prit le parti de son passé. Celui que tout devient possible pour la conduire à renoncer à son nom, qui met dans un rapport de face le pouvoir de l'homme et celui de Dieu. Selon Suzanne, l'homme, en prenant la contrepartie de ce prêche, l'Église affirme sa volonté et se débarrasse de la peur qui la handicape. D'où sa réponse ferme devant celui qui présidait la profession. Monsieur, lui dis-je, vous demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu et je vous réponds que non. Il en ressort que la condition qu'implique l'engagement que propose le prêtre
à Suzanne est la renonciation à la vie, puisque la chasteté appelle à renoncer au plaisir, la pauvreté au bien de sa vie et l'obéissance. Dans le personnage de Suzanne, en effet, celle-ci s'inscrit de par son histoire dans cette volonté qui ressent et conteste l'injustice sociale. D'ailleurs, elle incarne le cœur qui souffre de l'abandon des parents qui veulent la sacrifier sur le temple de la Renaissance. Merci. Ce qui mime sa vie, pour cela, elle aura besoin de son arme terrible, à savoir la raison. Dans son refus de se laisser elle fait semblant d'adhérer momentanément à sa vision du monde pour pouvoir s'en distinguer par le moyen de la paix parisée qui lui permet d'imposer sa volonté au risque de perdre sa vie. Mais quel portrait comme personne morale, de la tromperie et d'autres supercheries. Le mot du couvent est promené par la sélection du pouvoir de persuasion. En effet, le motif de la lettre, dont le contenu n'a pas été révélé, est largement éloquent puisque la supérieure ne joue ce contenu donc une sorte de dramatisation qui atteint son acmé avec l'expression du pathétique. Elle me regardait, des larmes semblaient rouler de ses yeux. Le vers semblait montre que la scène, telle qu'elle est perçue par la narratrice, se prête à un soupçon de doute. D'autant plus que cette supérieure se met illico Edico presto à défendre la position des parents. Les temps sont malheureux. Votre famille a souffert des pertes. Les affaires de vos sœurs sont dérangées. Elles ont l'une et l'autre beaucoup d'enfants. On s'est épuisé pour elles en les mariant. On se ruine pour les soutenir. Il est impossible qu'on vous fasse un certain sort. Ainsi peut-on déduire que la supérieure adhère au point de vue des parents et donc leur argumentation. Surtout en utilisant le pronom indéfini en inclusif, montre qu'elle s'aligne sur la position de ceux-ci. À cela s'ajoute le fait que, une fois la réponse rédigée aux parents, la supérieure semble avoir vendu la mèche à toute institution religieuse dont les membres viendraient, à tour de rôle, faire de la pression sur elle. Nous ombrons de nuages qu'on fait d'ailleurs. À peine sont-ils dans le piège du couvent, elle a répété machinalement son discours. Ensemble à un rôle qu'elle interprète devant le public. Lorsque ce discours polyphonique, du discours indirect.
Cela signifie que ce personnage découvrant qui semble plus jouer un rôle de fait d'un quelconque acte de foi agit selon un schéma de conduite si un jour de modèle pour le futur.